Covid-19. Alors, là, je vais commencer par partager en fait un papier qui a été publié en mars 2020 qui expliquait les interactions qui dans ces papiers clairement, bien que respiratoire, certains patients peuvent également avoir des signes gastro-intestinaux tels que la diarrhée, le vomissement ou les douleurs abdominales. Donc, les chercheurs ont démontré ils ont démontré dans leur étude qu'ils ont retrouvé l'ARN de COVID dans les échantillons des selles chez les patients qui étaient infectés, ainsi que le récepteur viral avait été retrouvé dans le sel des patients qui étaient infectés. Ça, c'est d'une partie. De l'autre partie, ils avaient retrouvé les enzymes ou l'enzyme de conversion d'angiotensin D dans les cellules épithéliales gastro-intestinales. Donc, ces résultats suggèrent que le COVID-19 peut infecter et se répliquer dans le tractus gastro-intestinal. La deuxième partie de ma discussion, c'est en rapport avec la corrélation qui existait entre le scanner thoracique et le PCR dans le diagnostic de COVID-19. Donc, il y a un autre papier que je n'ai pas mis ici. Il y a un papier qui a été publié en février 2020 qui incluait 1000 patients. Laquelle publication a été publiée sur la revue des radiologies. Donc, ils avaient 1000 patients qui avaient été recrutés, chez qui ils avaient réalisé en parallèle le scanner thoracique ainsi que le PCR. Alors, par rapport à leur conclusion, ils disent que le scanner thoracique est, quant à lui, rapide et relativement facile à réaliser dans le pays qui font des scanners, et que dans cette étude, ils ont prouvé pour eux que le scanner avait une sensibilité dans le diagnostic du COVID de 98% par rapport à la sensibilité du PCR, qui était aux alentours de 91%. Et il y avait une deuxième étude qui avait été toujours publiée dans le journal de radiologie, qui avait inclus cette fois-ci plus de 1400 patients qui avaient réalisé en parallèle le PCR et le scanner thoracique. Donc, ils se sont rendus compte, en conclusion, ils ont dit que le scanner surpassait le test des laboratoires d'un diagnostic de COVID-19. Et ces chercheurs, ils ont conclu que le scanner devait être utilisé comme le principal outil dans le dépistage du COVID-19. Malheureusement, il y a quelques jours, la Société américaine de radiologie a remis en cause la spécificité du scanner dans le diagnostic du COVID-19. Parce que pour eux, je suppose que dans le forum, dans la discussion, il y a des radiologues qui sont en ligne, avec qui on pourra discuter. Ils pensent qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent donner le même signe scanographique que comme le fait le COVID-19. Donc, il n'y a pas de spécificité en termes d'images scanographiques pour le COVID-19. Alors, pour eux, pour pouvoir évoquer le diagnostic de COVID-19, il faut avoir un faisceau d'arguments. Une personne, on tient compte de la clinique par rapport à la symptomatologie qui présente la personne, on tient compte actuellement par rapport à la pandémie, et puis on tient compte aussi du PCR. Donc, il faut avoir un faisceau d'arguments pour pouvoir soutenir soit le PCR, soit le scanner, soit
la clinique. Voilà. Donc, je pense que là, en ce moment-là, maintenant j'ai fini ma présentation, je laisse la place à la discussion. Merci, docteur Diasonama. Je voudrais que vous puissiez, en 2-3 petites phrases, résumer les 2 messages essentiels. Donc, nous avons suivi la présentation du cas et quels sont les enseignements, si vous pouvez nous les résumer rapidement. Donc, je vais essayer de me résumer. Donc, en gros, en fait, comme tout le monde le savait, on pensait que la personne qui est suspectée ou la symptomatologie qui était liée au Covid, c'était la fièvre ou des signes respiratoires essentiellement. Sachez qu'en dehors des signes respiratoires, il y a aussi d'autres signes, notamment les signes digestifs. Donc, la personne peut venir, ou le patient, ou je ne sais pas quoi, le patient peut venir avec une symptomatologie atypique et évoluer après vers des signes respiratoires. Donc, ils ne viennent pas forcément pour des signes respiratoires. Donc, moi, dans mon hôpital, on a une unité Covid, une unité pré-Covid et puis une unité de médecine polyvalente. Donc, les patients qui ne sont pas, ou le patient qui était suspecté initialement Covid plus, dès qu'on fait les tests, on se rend compte qu'ils sont négatifs. À ce moment-là, ils basculent en médecine polyvalente. Donc, moi, cette patiente, elle est passée aux urgences. L'urgentiste qui l'a vue s'est focalisé uniquement sur le signe digestif, sans pourtant savoir que, actuellement, par rapport aux papiers qui sont publiés, donc les individus qui sont Covid peuvent aussi avoir une traduction digestive autre que la traduction respiratoire. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est par rapport à la place du scanner et du PCR dans le diagnostic de Covid. Il y a des papiers, comme je viens de le dire ici, il y avait des papiers en fait qui pensaient que seul le scanner avait une spécificité telle que on pouvait se servir du scanner pour pouvoir évoquer le diagnostic. Et on s'est rendu compte qu'il y en a d'autres encore, les radiologues, qui ont bâti en brèche cette hypothèse. Ils disent qu'il faut avoir un faisceau d'arguments pour pouvoir confirmer les diagnostics. Donc, il faut tenir compte du scanner, tenir compte aussi du PCR et tenir compte aussi du contexte clinique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des patients qui viennent avec des images scanographiques qui sont typiques au Covid, mais qui sont PCR négatifs. On peut avoir plusieurs explications. Soit que le prélèvement a été mal fait et qui donne des tests négatifs. Et puis, il y a encore des papiers qui ont montré, il y a des individus qui étaient négatifs lors du premier test et que le test devient positif au bout de, après 48 heures ou 3 jours d'après, on refait le test est positif. Voilà. D'accord. Oui. Merci beaucoup, docteur Diasonama. Je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, nous pouvons maintenant passer à la séance des questions et réponses. Et voilà. Alors, moi, je crois que je vais poser la première question. Docteur Diasonama, dans notre contexte à nous au Congo, où nous avons beaucoup de parasitoses intestinales, nous avons beaucoup de gastro-entérites fébriles, quels sont les éléments que vous proposerez que nous puissions ajouter à notre réflexion clinique lorsqu'un patient arrive avec une symptomatologie comme celle-là, qui n'est pas très typique et qui est assez courante dans notre milieu à cause de notre environnement? Qu'est-ce que vous nous suggéreriez? Donc, moi, lorsque la personne arrive dans le même tableau, alors j'ai vu l'algorithme qui a été présenté par rapport à la prise en charge des Covid-19. Ils n'ont pas intégré le scanner. Parce que nous, dans notre condition, si vous recevez un tel patient, vous risquez de passer à côté. Parce que si vous demandez, bon, je suis sûr, on va le fait qu'il fait de la fièvre avec une symptomatologie digestive, je suis convaincu que le diagnostic de la fièvre typhoïde va être évoqué, ou le diagnostic d'un paludisme forme digestive sera évoqué, et on risque de passer à côté.
Mais dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, je souhaiterais, au lieu de passer par faire les tests de la coproculture, tout ce qu'il faut, ou l'examen des selles, passer carrément par le scanner et puis voir s'il faut faire le test de PCR. D'accord. Je continue toujours. Donc, le débat est ouvert à tout le monde. Vous pouvez demander la parole et intervenir. Je voudrais poser la deuxième question. Le scanner n'est pas très disponible parce que si on voit la configuration de la ville, les différents hôpitaux qui ont été retenus pour la prise en charge, il est vrai que la grande majorité ne possèdent pas des scanners. Je comprends pourquoi dans l'algorithme, la radiographie thoracique a été proposée plutôt que le scanner. Qu'en est-il alors du bilan hématologique? Parce que tout le monde peut faire le bilan hématologique dans tous les centres. Il y a des cas qui ont un bilan hématologique tout à fait dans les normes. Et il y a des cas qui ont par contre un bilan hématologique complètement perturbé, essentiellement les plaquettes, parce qu'il y a ces derniers temps plusieurs cas de CIVD qui ont été rapportés. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait également ajouter un bilan hématologique, éventuellement une CRP également dans l'algorithme? Parce que ça, il n'y en a pas. J'ai également regardé, je n'ai pas vu ça. Bon, en principe, comme vous le savez, généralement, en cas d'une virose, les éléments de l'hémogramme, notamment la NFS, c'est plus ce qu'on va regarder. En fait, vous n'aurez pas une hyperleucocytose si c'est une virose. On n'aura pas d'hyperleucocytose, mais par contre, on peut avoir une lymphopénie, qui peut être un élément qui peut voilà, vous mettre la puce à l'oreille qu'il s'agit d'une infection virale. Donc, je pense qu'on peut le mettre, mais est-ce que ça va nous aider dans les diagnostics? Parce que là, maintenant, il faut avoir des éléments qui donnent les diagnostics, pouvoir mettre le patient soit sous traitement ou pouvoir le mettre en confinement. Mais je pense que seul, si on fait juste la NFS, je pense que ça ne nous avance pas. C'est pour la beauté du dossier que par rapport au diagnostic. On peut le mettre, on pourra le mettre, mais ça ne pourra pas beaucoup nous aider par rapport à, comment dire, par rapport au diagnostic. S'il faut mettre dans le bilan qu'il faut mettre, on peut ajouter la NFS, mais sachant que ça ne va pas nous aider suffisamment dans le diagnostic. Sachant que, on le sait bien, une virose ne donne pas une hyperleucocytose, ne donne pas une CRP élevée, ne donne pas de PCT élevé. Mais par contre, la lymphopénie, ben, on peut l'avoir. Mais pas tout le temps. Mais pour le cas que je viens de vous présenter, la personne avait une numération qui était pratiquement correcte, hormis la CRP qui était à 10, mais qui n'est pas énorme non plus. Hein. Ok. Parce que j'ai relevé la question parce que nous avons maintenant 2 cas dont nous avons déjà discuté à Kinshasa, Oui. chez qui le bilan hématologique était totalement normal. Mais il avait une CRP qui crevait le plafond, 280. Le second, le bilan hématologique montrait une lymphopénie. Et là, la CRP était autour de 186. C'était les 2 seuls éléments véritablement qui ont fait évoquer un diagnostic d'une inflammation pulmonaire à cause de la CRP qui était très élevée et éventuellement d'étiologie virale. Donc, il y a quelques cas que nous avons rencontrés là-dessus. Il y a une question de Hugues. Je crois que je vais le laisser poser sa question et puis après, on passera au professeur Boulaboula qui est en train de demander la parole. Hugues, la question, je trouve qu'elle est intéressante. Je crois que c'est mieux que tu la poses toi-même. Bon, je l'ai écrit sur le chat, mais en fait, la question que je me pose naturellement dans le contexte de Kinshasa, c'est de savoir quelles sont les possibilités que vous avez pour faire des RT-PCR pour le test Covid-19. Si oui, combien de laboratoires peuvent le faire à Kinshasa? J'imagine que l'INRB est l'endroit où vous pouvez le faire, mais est-ce qu'il y a déjà d'autres laboratoires qui pourraient le faire? Puis naturellement, une chose qui me paraît aussi peut-être importante dans le contexte des patients que vous avez, qui c'est qui peut prendre en charge les coûts du test? Bon,
Alors, moi, je ne suis pas sur place à Kinshasa, mais par rapport aux informations que j'ai, il n'y a que l'INRB qui fait les tests. Donc, tous les échantillonnages qui sont prélevés auprès de patients sont tous envoyés à l'INRB, d'après les informations que j'ai. Donc, pour le moment, il n'y a que l'INRB qui gère le test. D'accord. Je ne sais pas non combien plus. de tests, quelle est la capacité de l'INRB pour faire des tests à l'heure actuelle? Ils peuvent en faire 10, 100 par jour? Là, je ne pourrais pas répondre sur une question. Je ne pourrais pas répondre à la question. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour les tests. Oui, je crois que je n'ai pas la réponse, mais j'ai quelques éléments. Il y a, avant l'inauguration du nouveau P3, le bloc P3 qui a été construit au sein de l'INRB, la capacité était assez limitée. Maintenant, avec le nouveau P3, la capacité est renforcée. Mais il faudra envisager plutôt une stratégie centrifuge où l'on pourrait prendre ce personnel qui est allé à l'INRB, qui a travaillé pendant 3 semaines, et le renvoyer en périphérie pour faire des pôles un peu partout pour le diagnostic. Donc, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais ça au moins c'est juste quelques éléments. Mais nous n'y sommes pas encore, nous n'avons pas encore toutes les capacités. Pour le moment, on amène tout à l'INRB. Parce que là, juste pour rappel, parce que nous, bon, alors, en l'occurrence, vous suivez bien l'histoire chez vous à Kinshasa, mais combien de cas positifs ont été diagnostiqués à l'INRB depuis les premiers cas il y a environ une dizaine de jours? Je crois que le docteur Mwanza pourrait être, ou docteur Makangara qui amène des échantillons à l'INRB, il est avec nous ici. C'est lui qui fait partie de la riposte. Il est parmi ceux qui s'occupent d'amener les échantillons à l'INRB pour les tests. Docteur Makangara, est-ce que tu pourrais apporter des éléments à cette question? Je sais qu'il est avec nous ici, mais je ne le vois pas pour activer son micro. Est-ce que, à part le docteur Makangara, il y a d'autres personnes de la microbiologie avec nous ici? Ah, donc, le docteur Makangara, il y a quelqu'un qui vient nous dire que on est à 50 tests par jour et que bientôt on pourrait monter à 150 tests. Donc, je ne sais pas si c'est qui, si vous pouvez mettre votre nom, comme ça on sait suivre qui intervient. Parce que là, on voit seulement iPhone, donc on ne sait pas c'est qui a répondu à la question. Je pense que c'est le docteur Makangara. Peut-être si vous l'accordez, par rapport à la deuxième question de Hugues, de Gabriel, normalement, jusque-là, je n'ai pas les éléments de ce soir, mais jusque-là, on était à 109 cas diagnostiqués ou confirmés. Et on ne sait pas combien de tests ont été réalisés, combien d'échantillons ont été testés réellement, mais on est à 109, on était le matin à 109 cas confirmés. C'est un peu ça la situation. Et évidemment, le rythme, c'est 50 tests, la capacité est 50 tests par jour, avec possibilité d'aller au-delà de cela. Bon, probablement que dans les prochains jours, on pourrait être à une capacité de 150 tests par jour. Et il y avait aussi volonté de vouloir décentraliser un peu, qu'il y ait des pôles de diagnostic à gauche et à droite pour essayer de désengorger un peu l'INRB, parce qu'avec l'afflux des cas, l'INRB risque d'avoir ses capacités très vite dépassées. Professeur Boulaboula. Oui, vous disiez. De COVID-19 et présentant une symptomatologie essentiellement digestive. Mais la question que je me pose, c'est que c'est l'émission, je crois, la discussion, c'est à titre scientifique et pédagogique. Ouais. La gazométrie étant normale, je n'ai pas compris
quels sont les éléments qui lui ont poussé à penser au diagnostic de COVID-19 et demander un scanner qui, sur le plan coût quand même, chez nous, s'il faut demander à toute personne qui présente une entérite fébrile, le scanner, vous mesurez un peu les coûts que ça va coûter. Et deuxièmement, pour ces cas cliniques atypiques, est-ce que c'est le premier dans la littérature ou, puisqu'il doit avoir fouillé, il y a encore d'autres auteurs qui, comme lui, ont trouvé des présentations atypiques de COVID-19? Je crois que globalement, je peux me résumer à ça. D'accord. Juste avant que Dr. Dessolam y réponde, le professeur Boulaboula est professeur de réanimation. C'est comme ça qu'il parle de la gazométrie. Donc, il prêche un peu pour sa chapelle. Merci beaucoup, professeur, d'être avec nous. Alors, professeur Boulaboula, bonsoir. Bonsoir, oui. Je vais devoir répondre à la question. La première question, en fait, quels sont les éléments qui m'ont poussé à pouvoir demander un scanner? Alors, sachant que le COVID-19, c'est un virus qu'on vient de découvrir, donc on ne connaît pas encore bien toutes ses caractéristiques. Donc, les gens continuent à publier les éléments, en fait, des différentes caractéristiques ou différentes manifestations liées à cette maladie. Donc, nous, ce qui nous a poussé à le faire, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs cas de patients qui avaient des symptomatologies atypiques, notamment des troubles digestifs, mais qui n'avaient pas de symptômes respiratoires, chez qui, en faisant un scanner, on tombe sur des images scanographiques qui sont compatibles au COVID. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à demander ces scanners? C'est parce qu'il y a plusieurs papiers qui viennent d'être publiés à Wuhan, en Chine. Donc, en Chine, il y a plusieurs auteurs qui ont fait plusieurs publications dans l'ère de patients qui étaient les patients qu'ils ont suivis. Il y en a plein qui présentaient des signes qui n'avaient rien à voir avec des signes respiratoires. Et chez ces patients, initialement, ils ont des signes digestifs et ils évoluent dans les jours à venir, dans le jour d'après, 5 jours ou 6 jours après, vers des signes respiratoires. Hormis les signes digestifs, il y a aussi des signes ORL, l'anosmie, le manque de goût. Ces gens-là l'ont développé en premier signe et à la longue, ils ont fini par développer des signes respiratoires. Raison pour laquelle j'ai pris un papier. Il y a plusieurs papiers qui ont été publiés tout récemment. Le papier que j'ai mis sur mes diapositives, c'est un papier qui vient d'être publié au mois de mars. C'est un papier qui est récent. Ça, c'est de 1. De 2, ici en France, chez les sujets âgés, il y en a de ceux-là qui ont encore des signes atypiques. Des gens qui font des chutes. Une personne qui ne faisait pas de chutes, il commence à chuter à la maison. Fatigué. Ça fait aussi penser aussi au Covid. Ce sont des signes qu'on n'avait pas avant. Donc, chaque jour, on arrive à comprendre à quoi ressemble cette maladie, quels sont les différents symptômes qui accompagnent cette maladie. Donc, moi, j'ai été tiqué par le fait, je viens de lire un article qui disait, en dehors des signes respiratoires, on peut avoir des signes atypiques tels que le trouble digestif. C'est comme ça que j'ai demandé. Eh bien, bingo, je suis tombé sur le COVID-19. La deuxième partie de votre question, nous, dans notre pays, est-ce qu'on aura la possibilité de faire le scanner à tous les patients? Si nous voulons avoir des diagnostics de COVID-19, je pense que c'est le coût à payer. Il faut passer par le scanner. Sinon, on ne saura pas qui a la maladie, qui ne l'a pas. Ou sinon, on pourra faire un algorithme qui tienne compte de nos conditions. Soit on va mettre des codes, on prend la biologie, on prend la clinique, on prend le scanner si on arrive à le faire, et on fait le test. Et on met des items, on met des points. Soit vous avez une biologie qui va avec, par exemple un point, on met des signes majeurs et des signes mineurs. Et en fin de compte, à la fin, on fait la sommation pour voir c'est combien de points pour pouvoir donner un diagnostic positif ou dire que la personne est négative. Mais si nous voulons donner un diagnostic comme ça s'est fait partout, il faut qu'on mette le scanner
et puis associer aussi le PCR. Sachant que le PCR, on m'a dit que c'est pris en charge par l'OMS, donc je pense que ça devrait le faire. Il y avait... J'ai répondu à la première ou la deuxième? Ouais, je crois que les deux. Ah, d'accord. Euh, Alors, la gazométrie, je l'ai demandé, compte tenu que la littérature, ils disent que la personne peut commencer par les signes digestifs et évoluer vers une détresse respiratoire. Donc, je l'ai demandé de principe, compte tenu que la symptomatologie a commencé 8 jours avant, possible que le jour où il est arrivé, il pouvait déjà présenter des signes respiratoires. Heureusement, pour la patiente, la gazométrie était normale. Même pour le moment, elle va bien. Elle n'a pas de détresse respiratoire. Elle ne fait plus de la fièvre d'ailleurs. Oui, je crois que je suis totalement satisfait. Merci pour ces réponses. OK, nous sommes ensemble. Merci. Merci. Il y a une autre question. Le docteur Lumbu Damien demande si votre patiente a présenté une dysosmie, type anosmie. Est-ce qu'elle avait des éléments cliniques ORL? Alors, sur le plan, moi, sur le plan de mon examen clinique, l'anosmie, en fait, c'est la dame, c'est subjectif. Hein? Elle me dit que je ne sens pas, je n'ai plus le goût. Là, c'est subjectif. Donc, du coup, je ne suis pas attelé à faire un examen ORL pour pouvoir confirmer tout ça. D'accord. D'autres questions et préoccupations? Parole. Je vais prendre la parole. Allez-y, professeur. Merci, professeur Matulonga Bobette à Paris. Merci, Diasonama, pour ton intervention super intéressante. En fait, moi, ma première question, c'était d'abord par rapport à la séparation des unités COVID. Donc, j'ai plusieurs questions. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais bon, je me coupe aimer si je parle trop. C'est d'abord par rapport à l'unité COVID et l'unité, tu as parlé de l'unité de médecine polyvalente. C'est vrai que cette séparation, ça commence à poser un peu problème parce que vu que les tableaux cliniques sont divers pour les coronavirus, il faut dire que cette séparation en unité Covid et polyvalente pose un peu un problème parce qu'on peut justement avoir des patients Covid positifs qui se retrouvent dans des unités polyvalentes et donc qui vont contaminer les autres et donc les autres patients non Covid et on n'a pas forcément des mesures de protection dans ces autres unités. Donc ça pose un problème. J'aimerais bien que tu répondes là-dessus. Et justement, par rapport à cette séparation, il faut dire que sur le plan épidémiologique, les données évoluent fortement ces jours-ci pour dire que la maladie à coronavirus présente principalement les signes respiratoires, mais il faut dire qu'on a de plus en plus de signes digestifs, des signes orels et également des signes neurologiques. Moi, j'ai examiné hier un patient dans les 91 dans une unité plutôt neurologique, un patient qui a été placé dans une unité neurologique parce qu'il présentait une démence des Korsakoff pour les médecins qu'il a envoyés dans cette unité. Il avait cru que c'était juste une démence des Korsakoff, mais finalement, moi, l'ayant examiné et ayant demandé les PCR et les scanners, il s'est avéré que ces patients étaient plutôt Covid positifs. Mais vous vous rendez compte, il était en unité de neurologie. Donc, il faut vraiment faire attention. Je sais qu'au Congo, c'est assez difficile. Les médecins sont assez limités dans les examens qu'ils ont à demander parce que les patients, c'est les patients qui payent, contrairement ici en France où tu peux demander tous les bilans que tu veux et c'est quasiment gratuit. Au Congo, on est limité, mais c'est vraiment pour mettre la puce à l'oreille à nos cliniciens du Congo
qu'il y a beaucoup de tableaux qui ne sont pas du tout digestifs. Et ça peut même expliquer le fait qu'il y ait des Ils ne sont pas du évolutions tout qui reviennent, respiratoires. qui ne sont pas respiratoires, excusez-moi. Et donc, ça peut même expliquer le fait qu'il y ait des PCR qui soient négatifs, parce que pour un patient qui a ainsi une symptomatologie totalement digestive, c'est-à-dire sa charge virale au niveau des l'écouvillon nasal, il n'y a pas de virus au niveau des l'écouvillon nasal. Ça peut expliquer que les PCR soient négatifs. Et il y a même des papiers qui commencent à suggérer qu'on peut retrouver les virus ou des anticorps dans les selles. Vous voyez que les tableaux sont, il y a de plus en plus de tableaux bâtards, et ça vraiment on doit l'avoir en tête. Donc Diasonam, c'est plutôt par rapport à la séparation des unités Covid versus médecine polyvalente. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, en tant qu'épidémiologue, ça me choque un peu. Voilà. Je comprends ton inquiétude. Donc, nous, initialement, lorsqu'on a dit que l'hôpital changeait de forme, on nous a expliqué qu'on va avoir 3 unités. Une unité pré-Covid, une unité Covid, une unité de médecine polyvalente parce que l'hôpital doit continuer à fonctionner normalement. Alors, les patients qui viennent, en principe, tous les patients qui viennent à l'hôpital, soit ils entrent par les urgences, pour les patients qui viennent pour autre chose, soit les patients qui viennent pour les symptomatologies respiratoires, ils sont directement hospitalisés dans l'unité pré-Covid, le temps qu'ils fassent les bilans. S'ils avéraient que le bilan est négatif et positif, ils sont directement orientés vers l'unité Covid. Et là, à l'intérieur de l'unité Covid, il y a encore 2 possibilités. Est-ce que la personne, sur le plan hémodynamique, est-ce que sur le plan respiratoire, ce temps respiratoire, est-ce qu'il est stable ou pas? S'il n'est pas stable, en ce moment-là, il sera hospitalisé soit vers l'USC, soit vers la réanimation. Si son état est stable, en dehors, le fait qu'il soit stable sur le plan respiratoire, sur le plan hémodynamique, et que s'il n'a pas de signes de pneumonie, et la personne, il va rentrer à la maison, dans le confinement. Mais par contre, les gens qui n'ont aucune symptomatologie, qui sont négatifs, qui sont basculés en médecine polyvalente, soit parce qu'ils ont un diabète décompensé, soit parce qu'ils ont une insuffisance cardiaque, soit parce qu'ils ont une anémie, en ce moment-là, ils sont basculés vers l'unité polyvalente. C'était comme ça initialement. Mais on s'est rendu compte que, là, je te soutiens à 100%, nous, on pensait que nous qui travaillons dans l'unité de médecine polyvalente, on était protégés par rapport à ceux qui travaillaient dans l'unité Covid parce qu'ils sont en face des patients qui sont Covid positifs, parce que ce n'est pas le cas. Parce qu'ils sont super bien protégés, parce qu'ils savent que les patients qui sont en face d'eux, ils sont positifs. Nous qui travaillons en médecine polyvalente, on avait l'impression que les gens qui sont là, ils sont négatifs, on l'examine comme on veut. Mais par conséquent, moi j'ai dit non. Moi, tous les patients, je les examine comme étant des patients suspects. C'est comme ça que je suis arrivé sur cette dame qui initialement était envoyée pour une gastro-entérite fébrile. Sachant que moi, dans ma tête, je suis dans une unité de médecine polyvalente, je me disais, je vais l'examiner comme il faut. Mais le fait que je viens de lire un papier qui me disait qu'il y avait un tableau, il y avait des tableaux bâtards qui n'avaient rien à voir avec le tableau classique connu, c'est comme ça que j'ai demandé le scanner avant de devoir l'examiner. Donc, imagine un peu, si je fais partie de l'examiner sans pour autant faire le scanner, eh bien, je vais tomber. Donc, là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais il y aura toujours des failles. Il y en aura toujours. Je crois que le plus important, c'est que maintenant, les gens qui soient informés, qu'ils en tiennent compte dans nos décisions, dans notre organisation, dans la façon dont nous structurons nos services hospitaliers. Dans ce contexte de Covid, il faut maintenant qu'on en tienne compte que la frontière, elle n'est pas étroite, elle n'est pas hermétique. Et donc, effectivement, comme le docteur Diasonama vient de le dire, ceux qui croient être protégés sont peut-être ceux qui sont les plus en danger. Donc, il faut... Une autre question, Diasonama, c'était pour la prise en charge.
Parce que je sais qu'à Kinshasa, certainement, les gens doivent se poser la question. En tout cas, la prise en charge hors protocole de réanimation. Et les autres qui sont en hospitalisation et pas dans les services de réanimation. Quelle est la conduite à tenir que vous mettez en place? Bon, voilà. Donc, en gros, les patients qui sont hospitalisés, ils sont hospitalisés parce qu'ils ont des symptômes respiratoires qui peuvent être graves ou non graves. Les sujets qui sont hospitalisés pour les symptômes respiratoires, qui soit présentent une pneumopathie hypoxémiante, à ceux-là, là je rejoins le professeur Boulabo, là, vous faites votre gazométrie, vous tombez, la gazométrie sanguine n'est pas bonne et que la personne présente une hypoxémie, donc une pneumopathie hypoxémiante, à ceux-là, il est conseillé de débuter une antibiothérapie, soit par C3G, le céphalotaxine, soit par augmentin. Alors, ça c'est une des choses. Deuxièmement, si la forme elle est grave dans la personne qui a des signes respiratoires et qui a des signes graves, à ceux-là, on met un C3G, ça peut être céphalotaxine ou je ne sais pas céfoxime, on ajoute le macrolide. Et ces gens sont réévalués après 3 jours pour voir un peu ils évoluent dans quel sens. Hormis l'antibiothérapie, le fait qu'ils sont en hypoxémie, on ajoute l'oxygène. Alors, vous mettez l'oxygène et puis, quatrièmement, vous faites la prévention, une thromboprophylaxie pour les thromboses. Et puis pour d'autres, on tente de faire des aérosols. Il n'y a pas de chloroquine systématiquement? Et après avoir fait ces mesures-là, alors maintenant, il faut qu'il y ait des indications. Par rapport aux indications, pour pouvoir, parce qu'il y a c'est une controverse, hein, soit on met de la chloroquine, soit on met le plaquenil. Mais pour pouvoir prendre la décision de prescrire le plaquenil, de prescrire la chloroquine, ça nécessite une décision collégiale. Donc, il faut qu'il y ait un infectiologue, il faut qu'il y ait le responsable de l'unité COVID et il faut qu'il y ait aussi un accord du patient pour pouvoir mettre en route le traitement. Soit c'est le plaquenil, soit c'est la chloroquine, sachant que la chloroquine, avec tout ce qui a comme effet secondaire cardiaque, les gens sont un peu méfiants. Moi, dans mon hôpital, depuis que je suis là, depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore mis les gens ni sous plaquenil, ni sous chloroquine. On se limite à l'antibiothérapie, à l'oxygénothérapie et puis à faire des aérosols. Et des gens qui n'ont pas supporté l'oxygène ou ont fini par l'AREA pour être ventilés et puis intubés. Je crois que c'était la question que le docteur Koundabi de la France avait également posée. C'était celle de connaître la place de la chloroquine. Et particulièrement pour ce cas ici, la prise en charge qui a été mise en place pour la patiente que vous venez de présenter. Alors, la patiente qu'on a présentée, le fait qu'il y avait un peu de la fièvre, on a supposé que c'est une pneumopathie qui n'était pas une pneumonie sans signe de gravité. Mais le fait qu'il y avait une CRP qui était gamma 10, qui faisait de la fièvre, on a dû mettre un C3G et plus un macrolide. Et sachant qu'au bout de 48 heures, avant l'initiation du traitement, on avait refait le bilan, la CRP passait de 10 à grimper jusqu'à 40. Ce qui a motivé à ce qu'on instaure une antibiothérapie par C3G et un macrolide. Ok. Donc, si je dois bien résumer, c'est que vous nous avez présenté aujourd'hui un cas COVID atypique dont la symptomatologie était essentiellement digestive et non respiratoire. Et vous avez également discuté
de l'imagerie. Et donc, la controverse qui existe autour de la sensibilité du CT scan par rapport à la PCR. Je crois que nous avons parmi nous le professeur Mata qui reviendra aussi. Il est au Canada, en Andalousie. Il va présenter un topo sur les images radiographiques dans le COVID. Et donc, ce sera probablement en début de semaine prochaine. À la fin de la semaine, nous avons le docteur Shango avec nous, nous avons le docteur Kitiabi, qui sont des réanimateurs, qui vont nous présenter également leur expérience COVID en réanimation. Et puis après, nous reviendrons avec l'imagerie. Et dans l'entretemps, nous sommes en train de travailler avec les amis qui sont sur place à Kinshasa, qui sont au front. Nous les saluons parce que nous savons que c'est plus dur de prendre en charge des pathologies aussi compliquées dans le contexte qui est le nôtre. Nous leur tirons vraiment notre chapeau. Et donc, d'ici là, nous allons essayer de les amener à bord pour que nous puissions discuter des cas de Kinshasa. Ce sera peut-être d'ici la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine. Nous vous tiendrons au courant par les mêmes voies comme nous l'avons fait cette fois-ci. Je crois qu'on est arrivé à 1 heure. Il est déjà assez tard. On ne va pas vous prendre beaucoup plus de temps. Juste après la présentation de cas cliniques, le docteur Diasonama nous avait donné l'autorisation d'enregistrer sa présentation. Malheureusement, comme il y avait des problèmes techniques, nous avions raté le début. Et donc, cet enregistrement est disponible. Si vous le voulez, vous nous faites juste signe. On va vous donner le lien pour pouvoir le révisionner. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier tous les participants à la discussion d'aujourd'hui. Ce n'est pas un endroit d'enseignement, mais c'est plutôt un espace de partage. Et je crois que ça va nous servir tous. Merci beaucoup.